Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que je viens de terminer et que j'ai trouvé absolument génial. Je vais parler de Surely You're Joking Mr. Feynman, qui veut dire vous plaisantez Monsieur Feynman. Alors, je rappelle que si vous êtes abonné à la newsletter de Hannibal Lecter, vous pouvez avoir accès à toutes les fiches lecture de tous les livres que je lis. C'est dans la description, vous avez tous les liens et vous atterrissez directement vers mes prises de notes de lecture, dont la nouveauté est cette fiche, donc celle de Surely You're Joking Mr. Feynman. De quoi on parle dans ce livre? Dans ce livre, on parle du professeur Richard Feynman, qui, si vous ne le connaissez pas, j'avais fait déjà une vidéo sur le sujet sur mon autre chaîne, Potion de Vie, dans lequel je décrivais un petit peu le caractère un peu atypique de cet homme et surtout pourquoi il était connu, pourquoi il était réputé. Richard Feynman était réputé pour être un excellent enseignant, peut-être même le meilleur, car il était capable de vous enseigner des sujets absolument hyper compliqués comme la quantique, la mécanique quantique, la physique quantique, pardon, avec des termes très simples, n'importe qui pouvait le comprendre. Et c'est ça qui m'a fait un petit peu me diriger vers ce livre, c'est que j'avais beaucoup entendu parler du professeur, je connaissais sa technique d'enseignement, mais je ne savais pas un petit peu quelle était son histoire, pourquoi il avait marqué le monde, etc. Il faut savoir que Richard Feynman a également été prix Nobel de physique en 1962, si je ne dis pas de bêtises, et tout est relaté dans ce livre. Pourquoi ce livre? Parce que ce n'est pas une biographie, il s'agit de mémoire, c'est-à-dire que le contenu est écrit par Feynman lui-même. Et ça change un petit peu des biographies dans le sens où on a directement l'état d'esprit, comment la personne se sent, on est vraiment, c'est comme un témoignage, c'est comme si on lisait son journal intime finalement. Et ça c'est la première chose qui m'a intéressé, c'est que ça a changé un petit peu de mes lectures habituelles qui étaient plus des lectures de type, voilà, soit scientifique, soit développement personnel, soit marketing, soit business, soit entrepreneuriat, peu de choses. Bref, des lectures qui font réfléchir. Là, je me suis plus laissé emporter par son histoire racontée par lui-même. Et c'est un peu comme ça qu'il a structuré son livre de 400 pages. Je l'ai lu en anglais et c'était presque un petit problème, je vous en parlerai un peu pourquoi plus tard. Il a décrit son livre en 5 parties. Il a fait 5 parties et il a plus fait par ordre chronologique. La première partie est de sa naissance, entre guillemets, de sa ville d'enfance de Rockaway au MIT de Boston. Donc, direct, il a commencé par les plus grosses universités. Tout de suite, on se laisse embarquer par le personnage qui est un peu extravagant, qui est un petit peu rebelle également, et qui s'est bourré d'humour dès le début. Donc quand il raconte ses premières anecdotes sur comment les gens pensaient qu'il réparait les radios juste par l'esprit en fait, alors que c'était un scientifique et juste il essayait de comprendre le fonctionnement de la radio avant de chercher à la décortiquer pour la réparer. Donc ça faisait un petit peu pouvoir magique pour les gens à l'époque. Et tout ça c'est raconté avec tellement d'humilité mais en même temps tellement d'humour que je me suis laissé embarquer très vite comme si je lisais une histoire en fait, comme si je lisais un roman. Après plus tard quand il va au MIT, on apprend qu'il est, il est absolument passionné de tout ce qui est énigme, tout ce qui est... il supporte pas que quelque chose reste sans réponse, donc il va systématiquement creuser les choses, et du coup il est devenu un champion d'énigmes. Et quand on l'interroge sur le sujet, il a toujours réponse à toutes les choses, mais c'est sa façon de répondre qui est vraiment trop marrante, quoi. Et dès ses premières années, on sent qu'on a affaire à quelqu'un qui va se démarquer de deux façons. Il est original dans sa façon de répondre, dans sa façon de contourner les problèmes, dans sa façon de se sortir de situations qui sont parfois un petit peu difficiles, comme quand il est pris comme une espèce de bisu par les années qui sont plus avancées que lui, alors que lui il est tout jeune, il vient d'entrer, il trouve un moyen de semer la discorde entre les gens, en fait, entre les promotions qui sont plus avancées, donc du coup il s'occupe plus de lui, il s'occupe plus du tout de lui, et lui il peut faire sa vie tranquillement. Donc on apprend qu'il est original dans sa façon de traiter, et qu'il est bourré d'humour, c'est-à-dire que là, à chaque fois, il va provoquer les gens, mais gentiment. Et ça m'a vraiment plu. C'est pas quelqu'un qui se la pète du tout. Il va surtout rester humble, mais il est animé par le fait de tout vouloir tester par lui-même, tout vouloir comprendre par lui-même. Il accepte pas que quelqu'un lui dise, voilà, ça se passe comme ça, tu fais ça comme ça, parce que c'est comme ça. Lui, il va vouloir faire les expériences, etc., pour chercher à confirmer ou infirmer les hypothèses, mais dans tous les champs, hein, que ce soit la psychologie, que ce soit les études d'art, que ce soit même des trucs qu'il connaît rien du tout, il va chercher à expérimenter, à se faire expliquer les choses. Donc c'est peut-être ça aussi qui plus tard le poussera à développer sa propre technique d'enseignement, mais il va chercher à se faire expliquer les choses et à faire des expériences par lui-même, parce que c'est un scientifique, c'est un esprit scientifique, et lui ce qui l'anime c'est de prouver les choses, ou pas d'ailleurs, ou de les infirmer. Donc c'est comme quand
il se rend compte à un moment qu'il y a une colonne de fourmis qui vont récupérer de la nourriture et qu'il n'y a aucune fourmi qui se trompe dans le chemin pour revenir sur ses pas en fait. Donc ça, il est passionné par ça, donc il va chercher à essayer de tendre des pièges aux fourmis pour voir si elles retrouvent quand même leurs traces, etc. Les traces de la bouffe, etc. Et c'est un truc, jamais personne ne pense à faire ça dans la vie réelle. Donc dans sa façon d'aborder la vie, il y a quand même quelque chose qui fait que on est intéressé par en savoir plus et on se trouve malgré nous dans la peau d'un scientifique. Et parfois c'est très intéressant parce que moi j'ai pas été élevé avec un esprit scientifique, donc pour moi je découvrais un petit peu sa façon de penser, sa logique, c'est hyper rationnel, mais en même temps c'est tellement drôle quoi. Ensuite la deuxième partie, il passe, donc lui il se voyait toute sa vie au MIT, parce que c'était la meilleure école du monde pour tout ce qui est physique. Donc lui, il se voyait bien rester là toute sa vie. Mais il a fait une rencontre qui lui a changé la vie. C'était son professeur. Son professeur lui dit, écoute, on va pas te garder au MIT. Ah bon, pourquoi? Parce qu'on estime qu'il faut que tu ailles voir autre chose. Il n'y a pas que le MIT. Donc même si tu vas dans des écoles qui sont inférieures au MIT, il faut quand même que tu ailles dans d'autres universités pour t'ouvrir un petit peu l'esprit. Pas rester tout le temps au même endroit. Et ça, c'est un conseil qui va vraiment lui changer la vie parce que après ça, il va vraiment voyager et ça va vraiment lui mener dans des aventures, mais des trucs rocambolesques des fois, je vous le dis. Il va donc déménager du MIT pour aller à Princeton, qui est une autre prestigieuse université, ok, mais qui n'était pas du tout spécialisée en physique à l'époque. Et là, il va y faire plein de rencontres, notamment le professeur Albert Einstein, qui vient assister à ses conférences. Donc le jeune Richard Feynman est déjà si doué que quand il expose ses premières théories sur la physique et la relativité, ça intéresse même Einstein qui d'habitude ne se déplaçait pas beaucoup dans ces genres de conférences. Là lui il s'est présenté ce jour-là, donc c'est trop amusant comme il raconte un petit peu sa brève entrevue avec Einstein. C'est vraiment très très intéressant. À Princeton, il explose vraiment, donc on prend vraiment conscience que Feynman est vraiment très très doué dans son domaine, la physique, et le gouvernement américain, à cette époque-là, on est dans les années 40, on est en pleine guerre mondiale, le gouvernement américain fait appel notamment à Richard Feynman pour l'aide de la construction de la bombe A. Bon bah, c'est la troisième partie du livre, Los Alamos, donc là, on dit à Feynman... Surtout, c'est dans le plus grand secret. Donc on avait peur de l'espionnage à l'époque. Donc on disait, vous allez arriver à Los Alamos, notre base secrète, et c'est là où on développe les projets pour la future bombe atomique. Le gouvernement américain a contacté plusieurs professeurs célèbres comme ça à travers les États-Unis, et ils leur ont tous dit la même chose. Vous ne partez pas, vous ne prenez pas le train depuis votre ville d'origine, sinon... pour Los Alamos, sinon ça va attirer l'attention. Vous allez partir d'ailleurs et vous allez prendre des chemins détournés. Et là, c'est là qu'on voit toute la facétie de Richard Feynman, vu que lui, il se dit « Ok, je vais donc partir de Princeton pour aller aux Alamos directement. » Mais non, c'est pas le gouvernement américain t'a dit justement « Il faut pas faire ça, sinon ça va attirer l'attention. » Mais lui, Feynman, il se dit « Moi, je vais prendre le chemin direct parce que tous les autres, ils vont prendre des chemins détournés. Donc ça va pas attirer, ça sera qu'un chemin détourné de plus finalement. » Donc ça attirera pas l'attention. Donc voilà quand même un exemple de comment le professeur Feynman réagit. Et moi j'ai trouvé ça absolument drôle, quoi. C'est vrai que c'est un petit peu rebelle, un petit peu anticonformiste. Techniquement, il n'a pas aidé à la création de la bomba. Il a juste... c'était pas son domaine, quoi. Il n'était pas dans la physiologie, il n'était pas dans les trucs comme ça, pas dans la rocket science, comme on dit. Il était plus dans tout ce qui est sciences physiques, etc. Donc il a contribué quand même. Il a rencontré Oppenheimer du projet Manhattan, donc vraiment des rencontres énormes. Et ces années à Los Alamos, pareil, il y a plein d'anecdotes super marrantes, quoi, comme ça. À un moment, il se rend dans les bâtiments militaires et on a l'impression qu'il sait tout de tous les bâtiments militaires. On a l'impression que c'est... Ils ont l'impression, les militaires, que Feynman c'est vraiment le grand ponte et qu'il sait tout sur tout. Donc il l'interroge et tout sur les bâtiments. Il lui dit bon bah voilà, ça c'est nos plans, comment on fait, quoi. Comment on fait pour sécuriser le bâtiment. Et Feynman il connaît rien du tout, mais il n'ose pas dire qu'il y connaît rien. Alors il dit, il prend tous les plans et puis il dit qu'est-ce qui se passerait si cette vanne là, et là il pointe du doigt juste un carré avec une croix dedans. Qu'est-ce qui se passerait si cette vanne là venait à dysfonctionner? Et là les militaires ils se regardent, ils prennent les plans comme ça, ils fouillent, ils se disent vous avez raison monsieur Feynman, ça serait vraiment la catastrophe et tout. Si cette vanne là lâchait, on serait vraiment mal. Et là ils s'en vont et ils vont corriger les erreurs. Sauf que Feynman ne savait pas qu'il pointait déjà une vanne. Pour lui, il connaissait pas du tout les plans, donc pour lui c'était une fenêtre.
C'était soit une fenêtre, soit une vanne, il y avait une chance sur deux, c'était une vanne, il a eu de la chance. Et il a pointé une vanne limite au pif, quoi. Donc c'était assez marrant de voir la réaction des militaires et tout. C'est également à Los Alamos qu'il a appris son premier skill, entre guillemets. Ça, c'était vraiment marrant parce que il a appris à crocheter les serrures. Alors, les serrures des tiroirs, ok, pour récupérer des affaires, mais aussi les serrures des coffres forts. Et ce qu'il a voulu faire, il a appris ce skill pour démontrer aux militaires qui gardaient les plans de la bombe hyper secrète dans un casier. Il a appris ce skill pour leur montrer que leur coffre-fort et leur placard n'étaient absolument pas infaillibles comme l'entreprise qu'il avait construit le suggérait. Au contraire, ils étaient hyper faillibles et que la sécurité était vraiment nulle, quoi, et qu'il fallait une demi-heure dans le meilleur des cas et pour le crocheter, quoi. Et il a appris le crochetage juste pour leur montrer ça, quoi. Et effectivement, lui-même, à la fin, il avait la réputation d'être un crocheteur de génie tellement il arrivait à crocheter n'importe quelle serrure de n'importe quel coffre ou de n'importe quel placard. Rappelez-vous, à l'époque, il n'y a pas des systèmes hyper perfectionnés, on est dans les années 40, donc avec un simple crochetage, une aiguille et un petit peu de rigueur en fait, et de mathématiques aussi, on apprend, il était facile de crocheter n'importe quelle combinaison de coffres. Donc les années à Los Alamos passent, et là il revoyage encore, plutôt que de rentrer à Princeton, il va à Cornell et Caltech. Donc Cornell, c'est vraiment un endroit où il se sentait vraiment bien, cette université, il se sentait vraiment bien. C'est là qu'il a appris notamment ces techniques. C'est là où les gens commençaient à venir des quatre coins du pays pour écouter ses conférences parce que c'était vraiment, c'était agréable, quoi. Et après Cornell, Caltech, qui est une université de l'autre bout du pays, à Los Angeles, lui dit écoute, nous on aimerait bien que tu viennes chez nous, on t'offre un super salaire. Et lui il s'est dit non, je vais pas venir parce que le salaire c'est pas tout. Moi j'aime bien Cornell. Et là, il s'est souvenu de ce que le professeur du MIT lui avait dit, ne reste pas en place, voyage toujours. Et donc, il réfléchit, et puis il se dit, bon ok, je viendrai à Caltech, à Los Angeles, mais à une condition, que je puisse prendre une année sabbatique. Donc les autres, ils disaient, ok, on attend un an, mais pas de souci, prends ton année sabbatique, et fais ce que tu veux, et après tu viens bosser avec nous. Feynman, il fait quoi? Il va au Brésil, en fait. Pourquoi au Brésil? Parce que il avait envie de changer d'air, il avait envie de prendre un peu de vacances, de passer un peu du temps avec sa femme. Et là, il arrive au Brésil, et qu'est-ce qu'il fait? Il va se mettre à apprendre le frigidaire. En fait, c'est une sorte de percussion qui ressemble peut-être, je suppose que ça ressemble au bruit d'un frigo quand on y tape dessus, quoi. Donc c'est un peu le rythme de la samba. Et il s'entraîne tellement vite, tellement fort et d'une façon tellement étonnante, il joue de cet instrument tellement de façon étonnante que il est appelé à défiler dans les rues de Rio dans une banque brésilienne avec lui aux percussions, quoi. Donc c'est vraiment énorme. Quand il se lance dans un domaine, il va vraiment au bout, il explique tout. Que Lolo Brigida devait être présente, mais finalement elle n'a pas pu venir, donc c'est pas grave, ils ont fait le show sans elle. Mais c'est vraiment énorme, et à la fin, il regarde quand même comment les universités brésiliennes dispensent l'enseignement, et à la fin, le gouvernement brésilien lui demande bon alors vous en pensez quoi de l'enseignement au Brésil? Et lui il dit vous enseignez pas la science en fait. Quoi? Pardon, mais on a plein de livres de sciences et tout. Ouais, mais ce que vous décrivez dans vos livres de sciences, c'est des choses que personne ne peut tester chez lui, quoi. C'est juste, on est obligé de les prendre pour acquises. Pour moi, c'est pas de la science. Pour moi, la science, c'est quand les expériences que vous décrivez dans vos livres, quelqu'un peut les reproduire pour confirmer la théorie ou pour l'infirmer. C'est ça la science. Et à partir de là, donc, il dit, vous faites pas de la science au Brésil, quoi. Donc je suis vraiment désolé de vous le dire. Mais rassurez-vous, on a le même problème aux États-Unis. Donc ça m'a fait marrer la façon dont il dit ça, quoi. Après son année sabbatique, il va à Caltech, où là, à Los Angeles, il va rencontrer énormément de gens, quoi. Il va rencontrer un gars qui l'amènera tous les jours, enfin tous les week-ends à Las Vegas pour lui apprendre à séduire, parce qu'entre-temps, sa femme est morte, et il a besoin de retrouver quelqu'un, il se sent seul et tout. Donc il tombe sur un gars qui l'apprend à séduire, et puis du coup, il apprend à séduire les femmes en n'étant absolument pas gentleman, quoi. Enfin, c'est vraiment des histoires vraiment terribles, mais lui, il voit ça d'un œil scientifique, encore la même chose. Il voit pas... il voit ça comme une expérience à faire. Il va rencontrer le meilleur gars dans le domaine de la séduction, et ce gars-là lui dit écoute, si tu veux avoir du succès auprès des femmes, des serveuses et tout, il faut absolument que tu ne cèdes à aucun de leurs caprices et tout. Et lui, il va tester ça, mais de façon scientifique. Il n'a pas de point de vue là-dessus, il n'a pas de point de vue émotionnel là-dessus. Il teste ça et ça finit par marcher. Donc du coup,
J'aime bien sa conclusion, parce qu'il dit ouais, j'ai appris à séduire les femmes, mais c'est pas trop dans mon caractère de faire comme ça, donc maintenant c'est un skill que j'ai appris, mais voilà, peut-être ça me servira un jour, mais pour l'instant, voilà quoi. Et c'est marrant quoi, on a refermé la parenthèse, on passe à autre chose, et c'est littéralement ça pour toutes les aventures qu'il vit quoi, il y en a énormément des aventures. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec Monsieur Feynman, jusqu'à son prix Nobel en 1900, je crois que c'est 62, hein, si je dis pas de bêtises, prix Nobel de physique, où là en fait il raconte que il a même essayé de toutes ses forces de refuser le prix, tellement il n'avait pas du tout envie d'aller au protocole, faire des discours, présenter et tout, que les gens viennent le voir juste parce qu'il a eu le prix Nobel, etc. Il n'a pas pu le refuser. Il est même jusqu'à aller inventer une chorégraphie pour esquiver le roi de Suède au moment où il donnerait son prix. Enfin, bon, c'est vraiment un truc de dingue, quoi. C'est vraiment un livre qui m'a passionné. Alors, le problème, je vous disais, pour moi, ce que j'ai moins aimé, c'est que, comme je l'ai lu en anglais, ça c'est ma faute, hein, j'aurais qu'à le lire en français, il y a une traduction française, il y a des choses très techniques que j'ai pas tout à fait saisies. Donc, il y a certains chapitres qui m'ont, du coup, j'ai un peu échappé certains chapitres, du coup. C'est dommage, mais malgré tout, c'est un livre que je recommande. Lisez-le en français, mais lisez-le, c'est un personnage vraiment fascinant, on apprend énormément de choses, et puis un côté historique qui est vraiment sympa. C'est empreint d'humour et c'est une façon de penser qui vous embarquera. Peut-être pas comme un roman, mais en tout cas, ça vous fera voir la vie peut-être d'une façon différente. Voilà, c'était Hannibal Lecter. J'espère que ma chronique vous aura intéressé, vous aura donné l'occasion d'en connaître un petit peu plus sur ce personnage, Richard Feynman. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique. Salut!